Déjà, il y a un truc très particulier là-bas, c'est que, comme je te dis, le pays est tellement grand que chaque État a sa propre économie. C'est vrai. Et donc, en fait, tu peux juste être une star locale dans ton État, et en fait, tu vis ta musique tranquille. Okay. Donc, les mecs, ils n'ont pas besoin de se compromettre à faire des tubes nationaux pour vivre de leur musique. Je vais sûrement choquer des gens, mais Or Noir, ouais. Pour moi, c'est un peu genre l'école du micro d'argent, mais des années post-2010. Justement, je vais être il n'y a pas longtemps dire que son album préféré, pour lui, le meilleur album de l'histoire du rap français, c'est Or Noir de Caris. Bah tienne, merci pour l'invitation. Voilà. C'est un peu le rituel, genre, sur chaque vidéo. Normal. Voilà. Bon, Kalash, ça me fait plaisir de te recevoir sur le Média La Plage. Merci. Voilà, j'ai entendu parler de toi maintes et maintes fois. Et j'ai vu aussi ce que tu proposes sur les réseaux en termes de médias et tout. Franchement, c'est pas mal. Je vais d'abord commencer par un petit sondage. T'es plus Biggie ou Tupac? Tupac, je crois. Hein. Tupac? Ouais, Tupac, parce que bon, le personnage, c'est un peu la réponse que tout le monde fait tout le temps. Tupac, c'est plus grand que la musique, le truc. Ouais. Mais je sais pas, l'histoire, elle est trop belle en fait de Tupac. Exactement. Il est né en prison, ses parents c'était les Black Panthers. En fait, tu vois, il y a tout un truc quand même il y a une mystique autour de Tupac qui fait que pour moi c'est plus fort que Biggie. Et puis en plus, on va sûrement peut-être y revenir, mais moi mes rappeurs préférés, c'est pas les mecs qui rappent le mieux tout le temps. Tu vois, moi le truc de juste la rime, les kickers, les schémas de rime parfaits et tout, j'aime bien parce que j'aime le rap, mais il y a des moments ça me fait un peu chier parce que des fois c'est vraiment les mecs font ça pour faire ça. Ouais, c'est scolaire quoi. Voilà, exactement. C'est scolaire et il y a vraiment ce côté regardez, je sais faire. Tu vois. Alors que Tupac, c'était pas le meilleur rappeur en termes de rap, mais par contre tout ce qu'il avait à raconter, tout ce qu'il avait à montrer en tant que lui comme personne, pour moi c'est plus fort que Biggie. C'est l'histoire quoi. Ouais, exactement. C'est l'histoire du gars. C'est et puis tu sais toute la fin, tout le truc, toute la mystique après autour de sa mort et tout. C'est quand même un truc qui fait que Tupac, c'est. On en parle encore aujourd'hui. Ouais. C'est ouf. T'es plus rap américain ou rap français? Rap américain. Hein. Ouais, non, mais je pose quand même la question. Je savais que rap américain parce que en fait, alors j'aime beaucoup le rap français, hein. Bien sûr. Ouais. Mais le rap américain, il y a un côté. En fait, vu que le pays est tellement grand, pour moi, c'est presque pas juste de comparer les deux scènes. Parce qu'en fait, pour moi, il faudrait presque comparer au rap européen. Tu vois, la globalité. Quoi. Voilà, tu vois, parce qu'en fait, le rap qui est en Italie, c'est pas le même que le rap français, par exemple, et qui est en Angleterre. Et en même temps, là-bas, le rap d'Atlanta, il est différent du rap de Memphis, qui est différent du rap de New York, tu vois. Et en fait, du coup, c'est un peu compliqué parce que chez nous, déjà, il y a un truc très particulier là-bas, c'est que, comme je te dis, le pays est tellement grand que chaque État a sa propre économie. C'est vrai. Et donc, en fait, tu peux juste être une star locale dans ton État, et en fait, tu vis ta musique tranquille. Donc, les mecs, ils n'ont pas besoin de se compromettre à faire des tubes nationaux pour vivre de leur musique. Et c'est pour ça que les scènes, elles ont des sons bien particuliers, parce qu'en fait, et tu regardes Houston, ça a beaucoup été ça, par exemple, dans les débuts des années 2000, où les mecs, ils avaient tous le son de Houston. Et c'était vraiment identifié, tu vois. Et parce qu'en fait, ils arrivent à vivre de ça. Ils n'avaient pas besoin de sonner comme New York, ou sonner comme LA ou truc. Alors qu'en France, c'est compliqué parce que à partir du moment où tu veux vraiment vivre de ta musique, alors maintenant, ce qui est bien, c'est que la francophonie, de manière générale, quand même, écoute du rap, que ce soit la Suisse, la Belgique, même l'Afrique, tu vois, pays francophones africains, les pays francophones africains qui écoutent pas mal de rap aussi, donc ça ouvre un public. Mais il y a quand même des trucs qui t'obligent, si tu veux vraiment devenir une star et vraiment vivre à fond de ta musique, bah malheureusement, tu dois faire des compromis à terme. Des codes à respecter. Voilà. Il y a peu, si tu veux, de contre-exemples à ça, tu vois. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que les gars, ils ont juste à faire le son qu'ils veulent dans leur état. Et style, par exemple, je sais pas, Memphis ou tout ça. Et c'est incroyable en fait. Bah ouais, et puis après, ce qui est bien, c'est que les mecs, ils s'échangent des trucs. Enfin, tu vois, à un moment, t'as toujours des courants, quoi qu'il arrive, tu vois, milieu 2010, 2015, par là, ça sonnait beaucoup comme Atlanta. Il y a une époque où tout sonnait New York, il y a une époque où tout sonnait LA, il y a une époque où il y a pas mal de trucs qui sonnaient comme la Bay Area. Donc t'as quand même des courants. Il y a des hypes, mais en fait, quand même, il reste... Voilà.
Ils restent fidèles à leur. Pour correctement vivre de ta musique et là-bas carrément être millionnaire et tout, t'as pas besoin de faire Travis Scott quand c'est Travis Scott le mec à la mode, t'as pas besoin de sonner comme Drake, t'as pas besoin de, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un truc qui change par rapport à ici où en fait si tu veux toucher tout le pays, t'as quelques non, ah bah grave, ça change tout parce que comme tu dis, t'as pas besoin de sortir de ton état pour devenir millionnaire, c'est incroyable. Exactement. Et en France, il y a des rappeurs même qui ont une hype, qui font des vues, qui font des concerts, tout ça et tout, bah, ils sont pas millionnaires. Bah grave. Tu vois ce que je veux dire? Après là-bas l'argent est beaucoup plus développé, tu vois, l'industrie en elle-même est beaucoup plus développée donc ça fait beaucoup plus d'argent, mais même proportionnellement, tu vois. Il y a des mecs, tu vois, la dernière fois t'as reçu Jason Voorhees, un mec comme Voorhees normalement, si on est aux États-Unis et qu'il est à Memphis, c'est un mec qui vit tranquille de sa musique. Un mec comme Brabos, en plus c'est marrant parce que t'as exactement l'exemple de Brabos aux États-Unis, parce que Brabos il est très influencé, tu le sais sûrement par Ghostmane, qui est un mec de Floride, et en fait Ghostmane là-bas, c'est vraiment, il a toute une scène autour de lui où il y a beaucoup de mecs qui sont imprégnés de sa musique et de tu vois ce côté on aime le rap mais on est dans le métal, on est dans le punk, on est dans un peu les trucs gothiques et tout. Et en fait là-bas c'est vraiment une scène. Bravo, s'il arrive ici, les gens ils disent pourquoi il crie, qu'est-ce qu'il fait, mais attends, mais c'est pas du rap ce qu'il fait, il fait que hurler machin. Et en fait tu vois, moi c'est un truc que j'ai dit pour Brabo, c'est pour beaucoup d'autres en fait. Si on était aux États-Unis, ce mec-là il vivrait tranquille. Tu vois, parce qu'il aurait un public, il aurait trouvé une fanbase, et parce qu'au final, la loi des nombres, elle emporte le truc. C'est que si ici, il a 250 mecs qui l'écoutent tous les mois, et ben là-bas, il aurait peut-être 2500 mecs, 4000 mecs, ou tu vois. Puis après, tu rentres dans une économie où... La proportion n'est pas... Exactement, tu vois. Parce que tu sais, c'est con à dire, mais là, t'as 2000 mecs, genre t'as une fanbase de 2000 mecs, c'est vraiment tes gars, dès que tu sors un truc, ils achètent. Tu sors un album, tu sors du merch, tu fais des concerts, les mecs ils sont là tout le temps, ils payent tout le temps, tu peux vivre. Hein. Bien sûr. Et t'as pas besoin de faire 600 millions de streams, t'as pas besoin d'être Bad Bunny, tu vois. Ah, c'est clair, ouais. Mais c'est un truc de, malheureusement, ici, si t'as 150 mecs qui t'écoutent, faut travailler, quoi. À côté. C'est difficile. Voilà. Bah, en tout cas, en France, il y en a peu qui ont une fanbase, comme tu dis, de 2000, 3000, 4000 personnes, mais c'est des soldats, tu vois. Ouais, grave. Mais ça peut être possible. Ça peut être, bien sûr, il y en a. Hein. Il y en a à qui ça arrive. Tu as des mecs comme Hugo TSR, par exemple. J'ai vu son concert l'année dernière au théâtre, théâtre Ventura, je crois, à Nice. Ah ouais, Nino Ventura, ouais. Franchement, bah, moi, c'est pas un mec que j'écoute trop, parce qu'encore une fois, on revient à ce truc de la rime pour la rime, tu vois. C'est pas un mec que j'écoute trop, moi, mais en fait, c'est un gars, il a jamais fait d'interview. C'est vrai, ouais. Personne. Ouais, exactement. Personne sait trop à quoi il ressemble. Le mec a pas trop d'actu, machin, mais par contre, dès qu'il sort un truc, il y a des mecs qui viennent et qui achètent à fond, quoi, tu vois. La salle, elle était remplie. Ouais, tu vois. Et c'est rare de voir une salle de Nice remplie, tu sais, quand il y a un rappeur underground, même si au 109, ils font des trucs là-bas. Ouais. Mais là-bas, franchement, le théâtre, il était blindé. Les gens, ils étaient en feu. Et je suis sûr que c'est des mecs qui connaissaient tout par cœur. Mais gros, toutes les musiques, les gens, ils chantaient, ils rappaient avec Hugo TSR. C'est sûr. Moi, genre, j'avais vu un concert à la MJC Pico. C'était en 2018, je crois. Il y avait Infinite en tête d'affiche. Et avant ça, il y avait Retro X. Les autres, je me souviens plus, parce qu'il y avait 2-3 autres artistes. Et il y avait Retro X. Et Retro X, à cette époque, tu sais, c'est toute cette vague SoundCloud, les rappeurs un peu underground. Tu sais, c'est un peu la même époque où Frisk Orleans, ça commence à faire parler et tout, machin. Et où en fait justement toute cette SoundCloud elle devient un peu plus connue et en fait moi je le connaissais pas spécialement, j'avais entendu son nom, tu vois, et en fait au moment où lui il démarre, il y a, je pense 15 mecs habillés comme Ali G, mais tu sais des petits blancs avec des grosses doudounes et des dourags qui sont arrivés, qui connaissaient tout par cœur. Il a fini son set, ils sont partis. Ah ouais, hein. Putain, c'est dingue. J'ai des mecs en fait des fanatiques de fou. Ils ont même pas regardé le. Ça n'a rien à foutre. Je les avais pas vus dans la salle avant qu'ils commencent, je les ai pas vus après. Ils sont arrivés, ils ont vu Retro X, ils sont partis. Non. C'est dingue. Et tu vois, c'est ça, c'est des mecs qui sont. C'est des fanatiques de fou, quoi. C'est des mecs hardcore, c'est des fans hardcore, quoi. Ah ouais, dingue. Ah ouais, les gars, ils ont même c'était fou. C'était fou, c'était fou. Ouais, c'est dingue. Ok. Et du coup, je voudrais savoir d'où te vient ce nom-là de connard du rap, frérot. Faut que tu m'expliques, je voudrais savoir. Connard du rap, en fait, c'est une expression connard de quelque chose. C'est une expression pour dire qu'en fait, tu sais, quand tu vas avoir des discussions, le foot, le rap, n'importe quoi, t'as des mecs qui sont toujours dans le « Ah, mais toi, t'aimes lui ?»
non, mais attends, lui, il fait ça mieux, ou ah, mais lui, il sonne comme un tel et tout, tu sais, des mecs à 30 vues, ou en fait, t'es là, chaud. Tu sais, les mecs un peu chiants comme ça, tu sais, en fait, c'est des connards du rap, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça, tu sais, c'est le truc de dire, c'est un peu différent du puriste pour moi, parce que le puriste, il a quand même ce truc très c'était mieux avant. Moi, je suis pas du tout dans c'était mieux avant, mais par contre, moi, quand j'ai des potes qui écoutent pas spécialement de rap, tu vois, qui écoutent ce qui sort et les trucs mainstream, genre quand tu me dis ça, j'aime bien un tel. Je leur dis, mais tu devrais essayer d'écouter lui, parce que, en fait, ton gars que t'aimes bien, il rêve d'écrire comme ce mec-là. Et tu sais, des fois, c'est des trucs qui sont, j'avoue, qui sont pas très écoutables. Quand t'as pas tu sais, quand t'es pas à fond dans ça, c'est des trucs, enfin, les gens, ils s'en foutent, quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça, c'est ce côté très, passionné chiant, un peu. Je vois ce que tu veux dire. Ah non, mais c'est très bien. Moi, je regarde tes contenus Instagram. C'est gentil. Et franchement, mec, t'es une encyclopédie, gros. C'est gentil. Non, mais vraiment, gentil. Tu vois, genre, avant, je traînais avec un gars qui s'appelle Crack Pharmacy. Tu sais, vraiment, il connaissait vraiment beaucoup de choses, rap américain, tout ça et tout. Il avait dans sa chambre une bibliothèque d'albums de la BRA, le truc, San Francisco, tout. Il connaissait vraiment tout et tout. Et tu me rappelles ce mec-là, tu vois. Et je kiffe les gens comme vous, tu vois, qui connaissent tout. Enfin, quasiment tout, tu vois. J'en suis sûr que tu peux me sortir des artistes que, genre, vraiment, peut-être que quelques Français connaissent. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Bah, tu sais, en plus, moi, après, dans tout ce que j'aime dans la vie, je suis comme ça. En fait, quand j'aime un truc, j'aime bien me buter complètement. Et tu sais, en fait. Tu vas chercher. Ouais, exactement, tu vois. Et en fait, surtout, j'aime bien en parler autour de moi. Avec des gens qui connaissent, avec des gens qui connaissent moins. Avec des gens qui s'intéressent un tout petit peu, avec des gens qui sont déjà calés, et en fait avoir un peu tous les retours, mais sur n'importe quoi, tu vois. Tu sais, des fois, c'est con à dire, mais par exemple, si je veux acheter, je te dis n'importe quoi, un casque, ou je veux acheter même un aspirateur, tu sais, je vais sur Reddit. Ah ouais, ok, d'accord. Tu vois, parce qu'en fait, mais attends, moi, tu vois, la dernière fois, j'ai voulu acheter un aspirateur, je me suis dit, vas-y, je connais rien, tu sais. Je vais sur Reddit, je vois des mecs, le samedi après-midi, devraient être avec leurs enfants en train de jouer au parc, en train de s'amuser. Gros, ils sont là en train d'écrire, j'ai acheté tel aspirateur, voilà pourquoi ça marche. C'est en train de répondre à des gars, en train de parler sur, ah oui, mais tel modèle de telle marque, c'est mieux parce que ça aspire mieux les tapis et tout. Je me dis, mais en fait, c'est extraordinaire, tu vois. Et c'est des connards des aspirateurs, tu vois. Et en fait, moi, j'aime bien quand je rentre dans un truc, aller vers ça. Tu vois, aller vers ces gens-là, de me dire, attends, ok, le truc mainstream, les trucs qui passent dans les médias, les trucs que je vois tourner sur les réseaux, quoi que ce soit, c'est ça. Maintenant, attends, les mecs qui sont vraiment dedans là, ils écoutent quoi, ils regardent quoi, ils sont dans quoi, tu sais, c'est quoi leur référence et tout. Et donc, en fait, avec le rap, moi, c'est un peu commencé comme ça, tu sais, en fait. Moi, le rap, je me le prends avec... à l'époque, il y a deux trucs. Moi, j'ai un gars qui était dans mon collège, il m'envoyait des trucs, mais là, j'ai vraiment commencé à rentrer dedans. Mais avant ça, quand j'étais même à l'école primaire, sur MCM, je sais pas si tu te souviens de cette chaîne. Sur MCM, je crois que c'était le mardi, à 20h30, pendant 1 heure, il y avait un truc 100% rap français, que des clips. Et c'était que des trucs un peu underground, entre gros guillemets. C'était le soir. Ouais, c'est ça, à 20h30, ça commençait, ça durait 1 heure. Et en fait, moi, je me souviens que je regardais ce truc, un jour je tombe dessus et en fait, je me prends des clips de La Mafia qu'un Free, je me prends des clips de Booba, je me prends des clips de Sefiu, je me prends des clips de Salif, je me prends des clips de ces mecs-là. Et en fait, je me dis, mais c'est trop bien en fait, tu vois. Et donc j'écoute, je commence à découvrir et puis après un peu plus tard, tu sais, j'ai un ordinateur, donc YouTube, et quand on découvre YouTube, je vais dessus, machin, et puis je commence à regarder les noms que j'avais retenus, les trucs. Après, je te dis, j'ai des gars qui m'envoient des trucs aussi en me disant, ah tiens, j'ai découvert ça, machin, mais tu sais, des trucs très connus de l'époque, quoi, tu vois. Moi, j'ai des gars, ils sont là, ils m'envoient le dernier clip de Booba, le dernier clip de Cynic, et tu sais, pour nous, on découvre des trucs de Tupac, ou des machins comme ça. Et en fait, petit à petit, je rentre là-dedans, et la tarte, c'est Lil Wayne. Ah, Lil Wayne, ouais. En fait, je découvre Lil Wayne époque Carter 2. Ouais. Et en fait, je découvre, enfin, tu sais, je me prends Lil Wayne et je me dis qu'est-ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que je suis en train d'écouter. Et ça a changé ma vie, en fait, tu vois. En mode, je voulais mettre du Ed Hardy comme Lil Wayne. Bon, c'était n'importe quoi, il m'a fait acheter des trucs. C'est vrai que, non, il est arrivé, même avec ses tatouages, son délire, ses grills, exactement. Son flow, tu sais, sa voix un peu aiguë. Et puis surtout, tu vois, dans les rêves que je t'ai cités en français, là, que ce soit Sefiu, Lil Wayne, bon, Booba, il avait un côté très quinri, mais les autres,
français à fond, tu vois. Ouais. Mafia qu'un Free, c'est français à fond. Ouais, c'est français à fond. Salif, je dis, c'est français à fond. Ah, de fou. Et donc, en fait, je découvre Lil Wayne et je me dis, Ouais, chaud. qu'est-ce qui se passe? Ouais, chaud, il y a un truc. Parce qu'en fait, tu vois, je il y a un découvre. décalage, non? Voilà, ouais, exactement. Tu vois, je me dis, attends, c'est un extraterrestre, tu vois, il aime bien dire ce truc, we're not the same, I am a Martian, tu vois. Et c'est vraiment ça, tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, du coup, je rentre là-dedans, et puis je découvre Birdman, et puis je découvre BG, et puis je découvre Juvenile, et je me dis, mais attends, c'est extraordinaire. Ah, c'est dingue. Tu sais, je me prends les Hot Boys, je vois Lil Wayne, il est là, il a 12-13 ans, il rappe, il a trop de flow. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Et Lil Wayne, il fait du son, lui, à 12 ans, il rappe. ouais, c'est ça, ouais. Bah après, en fait, c'est flou parce que il rencontre Birdman et au début, il veut faire un pressing de fou parce que Lil Wayne, il veut faire du rap, il veut devenir rappeur parce qu'en fait, il voit les gars de son quartier, lui, c'est un mec de la Nouvelle-Orléans, et en fait, il voit les mecs de son quartier qui s'appelle Magnolia, donc Magnolia Slim, Birdman. Bah, au début, pas en fait. Au début, lui, c'est un petit qui regarde ses. Ouais, en fait, non, mais même pas. C'est un mec qui voit ces mecs-là. Juste, il habite dans un quartier ghetto de fou. Il voit ces mecs-là rapper. Il y a Birdman. Il voit ces mecs qui ont les premières grosses voitures, les premiers trucs. Donc, en fait, il se dit, mais attends, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et donc, il trouve le numéro de téléphone de Birdman, enfin de beeper ou je sais pas quoi de Birdman. À l'ancienne. Et en fait, il l'appelle tous les jours. Et en fait, Birdman décroche jamais, parce que c'est déjà un mec important, très bon. Décroche jamais, et en fait, tous les jours, il lui laisse un freestyle sur son répondeur, comme ça. Non, dinguerie. Ah, ça, je savais pas ça. Et c'est marrant, parce qu'en plus, tu vois que c'est le Nardoire aux États-Unis? Non. Un mec qui fait des interviews avec des rappeurs, tu vois peut-être sa tête. Et en mode, lui, en gros, ce qu'il aime bien faire, c'est sortir des trucs, le premier CD que le gars, il a kiffé quand il était petit, où, tu vois, il se renseigne grave avec les proches pour avoir des trucs très particuliers, genre, ah, ton oncle, il travaillait là? Non, parle-moi de ce restaurant, ton oncle, il travaillait, l'autre, il est choqué et tout. Et en fait, il a une interview de Lil Wayne comme ça, où il commence, sans rien dire, il commence un numéro de téléphone, et Lil Wayne, il le finit comme ça instinctivement. On est, je pense, 20 ans après, tu vois. Et en fait, c'est le téléphone de Birdman que Lil Wayne, il connaît encore par cœur, tu vois. Ah ouais, parce que vu qu'il l'a tellement appelé tous les jours et tout. Comme ça, tu vois. Et on a une époque, il n'a pas de portable, Lil Wayne, tu vois. C'est un enfant en plus, cabine téléphonique, tu vois. Bah, la cabine téléphonique, il appelle, il fait des freestyles à Birdman, tu vois. Et en fait, un jour, il décide de commencer. Birdman lui donne une chance, machin. Je te fais une long story short, hein. Et en fait, là, à ce moment-là, effectivement, il commence à rapper. Alors, Birdman, il dira pendant au moins 3-4 ans qu'il a 12 ans. Du coup, c'est un peu flou quel âge il a, tu vois. Mais en gros, parce qu'il disait tout le temps, c'est mon rappeur, il a 12 ans et tout, et ça a duré, je te dis, 3-4 ans. Donc en fait, au bout d'un moment, c'était un peu flou. Après, je cherche vraiment les dates et tout, tu trouves assez vite. Hein, mais... Et donc, du coup, il commence à. Donc, il rentre chez Cash Money. Et puis là, après, il forme un groupe qui s'appelle les Hot Boys. Donc, Juvenile, Lil Wayne et Turk. Et puis, il part de là, en fait. Ah, c'est une dinguerie. Et c'est. C'est une dinguerie, mec. Non, lui, c'est un ovni, mec. Et lui, quand il est arrivé, tu sais, adulte, moi je parle adulte. Ouais. C'était une dinguerie, moi je crois que c'était en 2006, tout ça là. Ouais. Je faisais ça à la télé. Mais en plus, il y a un truc fou avec Lil Wayne, c'est que, tu sais, il y a toute cette époque là, entre Carter 2 et Carter 3, qu'on appelle mixtape Wheezy, là. Où, en fait, il sortait plein de mixtapes et tout, machin, et surtout, il montait sur les morceaux des autres, il reprenait les prods, il reposait sur le morceau de lui en faisant des freestyles et des trucs. En fait, on voulait plus rien savoir du morceau original. Les gens ils disaient c'est le morceau de Lil Wayne, tu vois. Et donc, c'était trop fort en fait. Et je te dis honnêtement, hein, je pense que c'est un de mes rappeurs préférés, Lil Wayne. Hein, mais je pense que le prime de Lil Wayne, on n'a jamais vu ça dans le rap et on verra plus jamais ça. Je pense que c'est trop haut, c'est trop fort, c'est trop tout, tu vois. Parce qu'en fait, et ce qui est fou, c'est qu'il pouvait rapper sur tout. Il pouvait rapper avec tout le monde. C'est vrai. Il pouvait chantonner un peu, machin. Quand il fallait découper, il découpait. Il aimait bien, parce que les mecs à l'époque, ils aimaient bien, tu sais, surtout les New-Yorkais, ils aimaient bien dire, ouais, mais les doubles sens, les triples sens, tu sais, les trucs de Jay-Z, ouais, voilà. Mais tu sais, même le truc que Jay-Z aime bien faire, là, les doubles triples sens et tout. Lil Wayne, il avait ça aussi. Donc en fait, tu vois, ce mec-là, c'est trop complet. Ouais. Le style, le flow, le charisme. Exactement, tu vois. Non, exactement. Franchement, c'est une bonne cible. C'est complètement fou que ce mec-là, je t'ai dit, je me le prends et je tombe amoureux du rap. Ah oui, toujours. Genre maintenant, hein. Alors pas les derniers trucs, tu vois, mais très très régulièrement, je me réécoute des mixtapes, je me réécoute des trucs des albums ou quoi, et en fait, je me dis c'est trop, quoi. C'est trop puissant, franchement. Ouais, c'est fou. Je crois que dans les interviews là, t'es la première personne qui me parle de Lil Wayne.
Et non, grand monsieur du rap américain. Ouais. Il a pas eu des problèmes de santé à un moment? Si, un peu tout. C'était à cause de quoi, déjà, la drogue? ouais, je pense un peu tout ça. Après, et puis en plus, je crois que de base, alors je sais pas si c'est un truc qui se développe à cause de la drogue ou à cause d'autres trucs, mais il est un peu épileptique. Ok, et en fait, c'est pas grave. Non, mais le problème, c'est que Birdman, il le mettait dans des hélicoptères pour arriver sur scène. Les mecs sont tous défoncés dans un hélico. L'autre, il est là, il convulse. En fait, après, il a eu quelques. Puis bon, c'est des mecs. Ils sont dans la drogue depuis. Tu vois. Même les cachets, tu sais, au States, ils prennent beaucoup de cachets, des trucs. Lil Wayne, c'est beaucoup la ligne. Ouais. C'est vraiment beaucoup la ligne. Après, un peu tout, je pense, tu vois, mais ouais, c'est beaucoup la ligne. Et en plus, tu sais que la Nouvelle-Orléans, c'est très spécifique, enfin, sur toute la Louisiane, mais surtout New Orleans, c'est très spécifique parce qu'à une époque où tout le reste des États-Unis, tous les ghettos sont contaminés par le crack, eux, ils sont contaminés par l'héroïne. Et donc, en fait, c'est des ghettos où tous les mecs sont sous héroïne, c'est un autre genre de craquette, quoi. Tu vois. Je vois, c'est vraiment le craquette, mais. Voilà, tu vois. Et parce que par exemple, Birdman, quand il a commencé à rapper, il s'appelait B32. Et son premier album, cassette, ou appelle ça comme tu veux, ça s'appelle All I Need is a Bag of Dope. Genre, j'ai juste, tu vois, j'ai besoin d'un sachet, quoi, tu vois, j'ai besoin de tu vois. Et donc en fait, c'est quand même assez spécial la Nouvelle-Orléans, tu vois. Mais donc du coup, c'est un mec qui a eu des problèmes de santé, c'est un mec qui a eu passé en prison, et voilà. Mais, c'est un sacré personnage. Faut. Et tu peux me faire un top 5 de tes rappeurs préférés américains, sans ordre. Parce que c'est dur. Sans ordre. Mais en gros, je te fais un package. Zero. Donc un mec de Houston, Zero. Un mec de Houston, extraordinaire. Un mec qui est très, c'est un mec qui rappe, mais c'est un mec qui est très dans le chant aussi, tu vois, un peu genre Nate Dogg, pour faire très, pour vulgariser à fond, mais tu vois, un peu dans cette idée-là, mais beaucoup plus ghetto que Nate Dogg. Donc Zero, Pimp C, de UGK, donc ça c'est pareil, ça c'est. C'est trop, c'est extraordinaire. Gucci Mane. Voilà. Lil Wayne. Et c'est en fait la plus dure, c'est la 5e parce qu'il faut oublier personne. Là tout de suite maintenant, parce qu'en plus je l'ai écouté avant d'arriver. Chief Keef, je pense. C'est vrai que quand il est arrivé, lui, je crois qu'il a changé le rap un peu, tu vois ce que je veux dire. C'était de trap house. En fait, et puis tu sais. Hors Noir de Caris, par exemple, ça n'existe pas s'il n'y a pas toute cette scène de la drill de Chicago, tu vois. Franchement, Gradure, ça n'existe pas s'il n'y a pas de Chief Keef, tu vois. C'est bien ce que tu dis. Quand Gradure il arrive avec ses freestyle shaking, ça ressemble à du. Déjà dans le son, c'est pareil entre guillemets, mais même dans l'imagerie. Ce truc des Renois torse nu comme ça, musclés, juste dans des appartements qui filment dans des apparts, c'est I Don't Like de Chief Keef en fait, c'est le clip de I Don't Like, tu vois. Et pareil, le flow de Caris sur Zo. C'est le flow de Lil Reese sur le morceau, tu vois. Avec l'espacement entre les rimes. Exactement, tu vois. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que, enfin, ce qui est très fort, je sais pas si c'est fort, mais ce qui est marrant en tout cas, c'est que nous en France, on appelle ça de la trappe. Alors qu'en fait, c'est de la drill de Chicago. Donc, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. J'abuse. Parce que les sonorités sont quand même proches, mais c'est pas exactement les mêmes instruments, c'est pas exactement les mêmes beatmakers non plus qui sont à l'origine de ça, mais en fait, nous, c'est presque plus maintenant, dans le rap français, qu'on se prend la trappe, vraie trappe, entre gros guillemets, d'Atlanta, tu vois, Young Jeezy, T.I., Gucci et tout. C'est maintenant, quand t'entends des mecs comme The King, des mecs comme La Fève et tout, c'est ces mecs-là, là, maintenant, tu vois, les trucs des trompettes sur les prods, des trucs un peu... tu sais, on dirait que les mecs, c'est des chefs de guerre, ils sont sur leur cheval, ils vont à la bataille, tu vois, ça, c'est un truc très Atlanta, pour le coup. Et c'est un truc que la trappe, en fait, qu'on a eu en France, c'était pas trop ça, quoi. Non, c'est vrai. C'était pas trop les sonorités qu'on avait, quoi. Je te parle des trucs mainstream, bien sûr. Parce qu'après, il y a des mecs qui font de la trappe, vraiment, trappe depuis longtemps, hein, mais dans les trucs mainstream, ça a pas été un truc qu'on a pris vraiment. On a pris vraiment cette drill de Chicago. Et Chief Keef, c'est trop, hein. Chief Keef, c'est trop. Comme tu parles de Caris, je pense qu'il a été influencé par cette scène-là, tu vois. Et même Caris, quand il est arrivé avec son album, là, ah oui, c'est raz de marée, hein. Grosse tarte, hein, quand même. Mais tu sais, je pense que c'est un peu... je vais sûrement choquer des gens, mais... Hors Noir,
Pour moi, c'est un peu genre l'école du micro d'argent, mais des années post-2010, tu vois. Pas mal. Mais dans le sens, pas que ce soit dans la sonorité ou pas dans la qualité de l'album ou quoi que ce soit, mais dans le côté, tu sais, c'est un événement marquant, tu vois. Et je pense que là, ça commence déjà. Je voyais des gens, là, justement, je voyais Gradure il y a pas longtemps dire que son album préféré, pour lui, le meilleur album de l'histoire du rap français, c'est Or Noir de Caris. Franchement, il y a des petits jeunes qui le disent, tu vois. Et en fait, je pense vraiment que, encore dans 10, 20 ans, il y a des gens qui diront le plus grand disque de l'histoire du rap français, c'est Or Noir, tu vois, par exemple. Ah, c'est vrai que c'est. C'est extraordinaire. Hein. De lui-même, comment il arrache tout. C'est de la violence. Et puis il y a tout, tu sais. Il y a tout. C'est qu'en fait, tu vois, dans les mecs comme ça, les Renois musclés et tout, machin, grave, tu sais, torse nu tout le temps et tout. Avant ça, il y avait Booba. Ouais. Mais Booba, je sais pas comment te dire, il avait un côté, il était déjà trop quinri en fait. Donc en fait, tu vois, il était déjà. Bien sûr, après Lunatic, tout ça et tout, il a direct. Exactement, tu vois, il était déjà. Voilà, il était déjà trop quinri. Caris, il y a un truc où il arrive, il fait peur. Tu sais, dans un sens. En mode banlieusard. T'as l'impression que tu peux le croiser en bas de chez toi, qui va te. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quoi? C'est le clip Zo. Quand il arrive avec la Logi, la Kalash, comme ça. Ah, c'est n'importe quoi. Eh oui. C'est dinguerie. Moi, dans ce clip, c'est le moment où il est là, je sais plus, je crois que c'est dans le 3e couplet, et à un moment, t'as un espèce d'effet où c'est une tête de gorille à sa tête, là. Non, c'est extraordinaire. C'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est violent. C'est incroyable. Et en plus, je sais pas si tu te souviens à cette époque-là, là, quand il fait ses premières interviews et tout, il est grave dans ce personnage-là. Tu sais, il est grave de, tu vois, son truc où il arrive sur clic, il fait des doigts d'honneur à tout le monde. Ouais. Et en mode, je sais plus, Dachour, il lui dit, je sais pas quoi, il lui dit, je m'en bats les couilles, frère. Il était grave dans ce personnage. Maintenant, il est là, il fait des films, donc il est un peu, maintenant, ça y est, on sait que c'est un mec drôle et ça a l'air d'être un mec gentil, tu vois. Je pense. Mais du coup, je te jure, c'est il y avait un truc de. Ah ouais. Il faisait flipper, quoi. Il est arrivé comme ça. Ouais. Sur Canal+, en clair. Ah, mais je pense que avant ça, en off, ils ont dû dire, bon mec, vas-y, il faut que tu fasses un truc qui marque les esprits. Ouais, il y a moyen. Ouais, grave. Donc voilà. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est dingue. C'est malin, c'est fort. À fond. Fort, et donc, mais tu vois, c'est pour ça que Chief Keef, pour moi, c'est très important, alors même dans l'impact. Et puis après, personnellement, moi, des morceaux de Chief Keef, je pense, je les écoute là, je peux pleurer. Hein. Ah ouais. Ah, des trucs de Chief Keef, c'est. Parce qu'en fait, Chief Keef, il y a la carrière CD, entre guillemets, tout ce qui est sorti, tout ce qui existe déjà. Et en fait, après, t'as tout ce qui est jamais sorti officiellement. Parce que les fans de Chief Keef, t'as des gars aux States, faut bien comprendre que ils écoutent pas de rap, ils écoutent Chief Keef. Ils écoutent que Chief Keef. Ils en ont rien à foutre du reste. Et en fait, c'est des mecs qui sont sur des serveurs Discord. Avant, ils étaient sur Twitter, sur Soulseek, ils se partageaient des trucs. En fait, des snippets de 15 secondes de Chief Keef, il est en studio, il fait un live Insta vite fait, on entend un bout de prod, un bout de 4 mesures. Et en fait, les mecs, ils sont là, il faut que ça sorte. Il y a des gars, ça fait 15 ans qu'ils attendent un snippet de Chief Keef, que ça sorte vraiment, tu vois. Arrête, sérieux? Ah oui, c'est n'importe quoi. Ça. T'as des mecs là, il y a des gars un peu de temps, de temps en temps, t'as des mecs, tu sais pas comment, ils arrivent à trouver les morceaux en entier, tu vois. Et donc il est sorti sur YouTube, je vois encore, il y a des nouveaux trucs qui sont sortis il y a un mois, tu sais, mais qui datent de 2013, 2014, machin. Et t'as des mecs qui sont là, j'ai attendu ce jour toute ma vie, je suis trop heureux et tout. Et les mecs, c'est dingue, tu vois. Et t'as des gars, ils sont vraiment genre matrixés. Ah ouais. Totalement. Et tu vois, et t'as des mecs en plus que Chief Keef, ce qui est marrant, c'est qu'il a ce qu'on appelle des eras, tu sais. Et en fait, t'as des trucs pendant 1 an, c'est l'époque où il prenait que de la ligne. Donc son son, il sonne différemment. Après, pendant 2 ans, il prenait beaucoup de Xanax. Donc son son, il sonne encore pas pareil. Après, il était avec tel producteur, il traînait avec tel beatmaker tout le temps. Donc son son, il sonne différemment encore. À un moment, il se dit, oh tiens, je vais commencer à chanter. Il met l'autotune à fond, il commence à chanter. Et tu te dis, putain, en fait, c'est tout faire, les gars. Bien sûr, c'est l'évolution, en fait. Du mec, tu vois. Et t'as des gars, si t'écoutes certains morceaux de Chief Keef, t'as des mecs, aux États-Unis notamment, leur carrière entière, c'est un morceau de Chief Keef. En mode, ils ont écouté un jour un morceau de Chief Keef, ils ont dit, c'est le meilleur truc que j'ai entendu de ma vie, je vais faire la même chose, et ils font la même chose depuis 10 ans. 10 ans. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. C'est vrai que, il a influencé vraiment toute une génération d'artistes. À fond. Avant de parler des auditeurs, tu vois, mais non, c'est incroyable, en vrai, ce point-là. Et ce qui est fou avec lui, tu sais, aussi, c'est que
Lui, il arrive à une époque où nous, la France, on découvre pourquoi Chicago, ils appellent ça Chirac, enfin, en tout cas Southside Chicago. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est qu'en fait, donc Chirac, c'est une contraction de Chicago et Irak. Parce qu'en fait, c'était une époque où il y avait plus d'armes au mètre carré ou par habitant, ou je sais plus comment ils avaient calculé ça, à Chicago qu'à Bagdad. Ouais. Et donc en fait, et c'était des mecs, tu voyais des mecs qui mettaient des photos sur le début d'Instagram, c'est des lance-roquettes chez eux. Ils habitaient dans l'équivalent chez nous des HLM avec des lance-roquettes. Qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'est des gars. Exactement. Et en fait, tu vois, c'est des mecs, il y en a énormément qui sont morts. Il y en a énormément. Il y a plein de gens qui disent que Chief Keef serait pas Chief Keef tel qu'il est aujourd'hui si un mec qui s'appelle Lil Jojo était pas mort très vite comme ça. Lil Jojo, parce que c'est un mec qui commençait un peu à faire son trou, machin. Et en fait, t'as énormément de mecs qui se font tuer, qui meurent dans la guerre de gang et machin. Et en fait, tu vois, quand il y a 2 ans, je crois, Chief Keef, il sort Almighty So 2. Il fait une interview, parce que maintenant il habite à Los Angeles depuis quelques années. Et en fait, il fait une interview avec je sais plus qui. Et en fait, il est là, il sourit, il est content. Maintenant, il a 30 ans, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais ouais, et en fait, c'est ça, tu vois. Et en fait, tu te dis, ce mec-là, il aurait peut-être pas dû être là, tu vois. En fait, tu vois ce qu'ils disent aux États-Unis, bigger than life. Tu sais, en mode, t'avais une condition, t'étais dans un truc, t'es né dans un environnement, et en fait, t'es devenu plus grand que ça, tu vois. Et lui, en fait, il est sorti de ça, et maintenant, le gars, il est bien. Bon, je pense qu'il se drogue encore un peu, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Et en fait, t'as un truc presque inspirant, tu vois. Il y a un album ou mixtape, je crois, de Chance the Rapper, qui est un mec de Chicago aussi, qui, à un moment, il y a des interludes, et dans l'interlude, tu vois ce truc, putain, peut-être c'est dans Doggy Style de Snoop, où t'as une interlude où en mode, tu sais, ils interrogent des enfants comme ça dans une classe, et à la fin, il y en a un qui dit I wanna be a motherfucking gangster. Tu vois, un truc comme ça, il y en a un qui dit je veux être. Ça, c'est prêt. Ouais, voilà. Tu vois, dans le truc de Snoop, il y en a un qui dit je vais être médecin, l'autre qui dit je vais être pompier, et il y en a un qui dit je vais être un gangster. Et Chance the Rapper, il avait repris ça, et en mode pareil, t'as un petit, c'est dans une salle de classe, il dit vous voulez faire quoi plus tard? T'en as un qui dit je veux être vétérinaire, je veux être pompier, je veux être truc. Et il y en a un qui dit moi je vais avoir 25 ans. Parce qu'en fait, c'était tellement un truc pour passer ce palier de l'âge. En fait, pour eux, t'as pas, tu sais, ça. C'est une dinguerie. Quand t'es un jeune noir dans ce quartier-là, dans Southside Chicago, 25 ans, c'est le bout du monde. Tu vois? Putain, genre, leur espérance de vie, ça va être 22 ans, tu vois, à cette époque-là. Et en fait, lui, il a réussi à sortir de ça, il a réussi à devenir plus gros que ça. Et t'as tout un truc, quand même, dans Chief Keef qui rend le personnage. Ouais, c'est plus important que le rap. Ouais, je vois ce que tu vois. Mais c'est incroyable parce que après, l'espérance de vie d'un jeune, c'est 25 ans. Ça veut dire que tu as 20 ans, même 15 ans. Mais en fait, je pense que peut-être que vu qu'il y a les armes, il y a la violence, tout ça et tout, les meurtres et tout, c'est devenu banal. C'est banal, hein, c'est banalisé, tu vois. C'est genre. J'ai regardé plein de documentaires, je me suis un peu renseigné sur tout ça et tout. Il y a des gens, ils sont là, ils vivent leur life, ils marchent sur le trottoir et d'un seul coup, t'entends des coups de feu, tu peux prendre des balles perdues. Et en plus, Chicago, le rap de Chicago, c'est intéressant qu'on parle de ça. Alors, eux, ils ont. Enfin, ça part de Gucci Mane, notamment à Atlanta, qui sort le morceau de Truth. Où en fait, donc, il a son beef avec Young Jeezy. Young Jeezy, il envoie des mecs chez Gucci Mane pour le fumer. Au final, Gucci Mane, il arrive à fumer un des gars, un ami de Young Jeezy qui s'appelle Pookie Loke. Et en fait, il y a un morceau, des années plus tard, où Gucci Mane, il sort qui s'appelle The Truth. Où en gros, c'est un espèce de clash contre Young Jeezy, où il lui dit va déterrer ton pote, je suis sûr qu'il peut rien dire. Non. En mode, tu vois. Ah ouais, ça. Et en mode, c'est un des premiers gars où vraiment, dans les clashs, t'insultes un mec mort, tu vois. T'insultes un mec mort, en fait, surtout. Parce qu'avant, t'avais quand même ce truc de t'insultais le gars, tu sais. Nas et Jay-Z, ils s'insultent eux. Au pire, Cameron, il insultait la femme de Nas, ou il insultait la fille de Nas, mais tu sais, c'est des trucs un peu bons. Là, t'as tué un mec et tu l'insultes, tu vois. Violent. Et en fait, de ça, Chicago, c'est devenu leur spécialité. C'est-à-dire que les mecs, entre gangs comme ça, bon, bah, si ça fumait l'autre, en fait, les mecs s'en foutaient de finir en prison ou pas. De toute façon, pour moi, c'était pareil. Donc, en fait, les mecs, ils fumaient un gars du camp adverse. Et après, ils allaient faire un morceau, à danser sur sa tombe, à dire, ouais, on l'a fumé, un truc. Et ça, c'est un truc que tu trouves aujourd'hui à Jacksonville, donc dans le nord de la Floride. C'est chaud là-bas. Ouais, bah ouais. Mais tu vois, ça, enfin, c'est un peu
dans la musique en tout cas, c'est les descendants directs de Chicago. Parce qu'en fait, t'as les deux crews. Donc d'un côté, t'as les mecs de Young Inace et de l'autre côté, t'as les mecs de Foolio. Foolio qui s'est fait fumer il y a un an de ça maintenant, je crois. Du coup, ça s'est un poil calmé maintenant. Ouais. Mais en fait, où les mecs, en gros, au début, ils étaient potes, après ils se sont embrouillés, donc ça a créé une scission dans la ville et tout. Et du coup, les mecs, ils se fument entre camps et tout machin. Et en fait, les mecs, ils ont sorti des morceaux en disant je fume qui, et ils disent les noms des mecs du camp d'en face, tu vois. Putain. C'est des barres. Je dis, mais c'est n'importe quoi en fait. Ils spooky direct en fait, eux-mêmes, normal, ils ont rien à foutre. De toute façon, quoi, de toute façon, ils ont des modes de vie où c'est la mort ou la prison, tu vois, et pour eux, c'est même. En fait, c'est un moment où en fait la prison ça sert plus à rien parce qu'ils vont finir en prison, ils vont se retrouver avec leurs collègues de toute façon. Donc c'est pareil, il va se passer la même chose en prison, tu vois. Mais c'est complètement fou, hein. Et ça, c'est un truc. Chicago, ils ont fait ça en premier, entre guillemets, et c'est un truc qui était très choquant à l'époque parce qu'on disait attends. Quand même, tu vois. Mais en fait, je pense que ce pays-là, il a été construit sur de la violence, en fait. C'est rien que déjà, les gens qui immigraient là-bas, tout ça et tout, c'était les cow-boys, les trucs, ils ont exterminé les Indiens. Te dire, Christophe Colomb, il est arrivé là-bas. Ils ont pas fait des multinationales. Hein. Il a massacré tout le monde, il les a mis dans des réserves. Là, les dernières familles de Native Americans, donc tu sais, les descendants d'Amérindiens, ils sont dans des réserves. Il y a des zoos, frère, c'est n'importe quoi. Pour dire que ça a été construit. Mais bien sûr. C'est ça que les armes, les trucs. Moi, je trouve que l'Europe, comme la France, l'Italie, tout ça et tout, les gens ils sont un peu plus développés, tu vois, à ce niveau-là. Tu sais, entre les gens, quoi, un peu plus sociable que là-bas. Il y a une loi qui est sortie, je crois, ou un truc comme ça. C'est genre, je sais pas si c'est dans tous les États-Unis, mais tu vas m'éclairer sur ce sujet-là. Il y a, je crois que c'est à Los Angeles ou à Miami où les gens ils peuvent sortir avec leurs armes. Miami, c'est en Floride. Ils peuvent sortir avec leurs armes. J'ai cru que c'était GTA. C'est un mec avec une moto, il a une calache. C'est dingue. C'est une dinguerie, mec. C'est comme ça. Hein. Et genre, tu vas me dire, là, t'es avec ton arme, t'es tranquille, t'es au supermarché, il y a un mec qui vient, il te met une patate, t'as le droit de lui tirer dessus. Ça, c'est des trucs un peu flous parce que, tu sais, t'as un peu cette légende urbaine. T'as ce truc de si quelqu'un, dans certains états, rentre chez toi, genre dans ton jardin, tu peux lui tirer dessus. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, mais la réalité, c'est que, oui, ils ont un accès aux armes qui est beaucoup plus libéré. Après, t'as des états où ils ont ce qu'on appelle le open carry, donc c'est qu'en fait, tu peux aller, tu vois, ce qu'on voit souvent là, l'espèce de cliché de tu vas au supermarché, tu peux acheter des yaourts et un Glock. Bon, bah ça, voilà, le Tennessee, le Texas, c'est des trucs comme ça, tu vois, où c'est open carry. Et après, t'as des états où t'as quand même besoin d'une licence. Je dis pas que c'est dur à avoir, hein, mais il faut quand même faire l'effort de, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est accessible. Oui. Je regardais à l'époque Vice, tu sais, la chaîne Viceland, moi. Et je sais pas c'était dans quelle ville américaine, tu vois, et genre, ils squattaient, c'était des jeunes, hein, ils devaient avoir, je sais pas, 18, 21 ans, comme ça. Et genre, chacun avec son Glock, customisé. Mon père, il doit m'emmener à la boutique pour, je vais acheter un autre. Ah, mais c'est une dinguerie. Des enfants avec des Glock Hello Kitty. C'est dinguerie, mec. J'ai dit, non, mais ils sont dans un autre monde, ces gens. Tu vois. Ça me fait penser un peu, bon, c'est différent, mais le Brésil, tu vois. C'est pas, tu sais, par rapport aux armes. Là-bas, tu peux te retrouver dans une favela, c'est normal, les gens, pour eux, c'est normal. À fond. Mais tu sais, même à une époque, dans les campagnes françaises, tu vois, alors c'était pas des armes de guerre, mais tu sais, là, je pense que je m'adresse aux gens qui ont grandi en campagne. Ton oncle, il avait un fusil de chasse chez lui. Bien sûr, moi, j'ai de la famille où tu vas à Fayence, tout ça et tout, ils ont tous un fusil chez eux, ils vont à la chasse. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que c'était eux, tu sais, t'as ce truc de le côté sportif du truc. Voilà. Mais t'as quand même une arme chez toi et tu vois ce que je veux dire. Mais t'es pas là avec Mais oui, tu te balades pas avec dans la rue, c'est pas ouvert pareil. Bien sûr. Va te faire enculer. Bien sûr, bagarre. Mais pas, tu ne tires pas dessus, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que c'est marrant parce qu'ils savent pas se battre là-bas. Tu m'étonnes. Tu vois de ces vidéos. Ça se bat et t'entends bah oui. Grave. C'est spécial. Peut-être on va aller avec Voriz là. En mars-avril là pour il a enregistré un Restaurante. Il a enregistré un projet avec Col Cholda. Et on va aller là-bas, c'est clipé. Franchement,
Donc, on va voir un peu le surtout, délire de... ouais. Là, en plus, je traîne avec des mecs qui sont un peu dans ça. Tu vas le voir en 4K. Hein. Bah, t'as vu Voris, lui, tu parlais de Gucci Mane, lui, il kiffe Gucci Mane. Bien sûr, ouais. Du Gucci dans sa voiture, c'est ça, gros. Qu'il me matraque avec du Bah, Gucci Mane, ouais. tu vois ce que je veux dire. Il connaît bien un peu le grave. Franchement, même quand je vais à sa boutique, il monte des clips, tu vois, des gens pas forcément très connus, mais ça envoie, tu vois, ça à fond. On parle souvent de rap américain avec Voris, on s'envoie des trucs, des liens, des machins, tu t'es pris un tel, stylé. T'as déjà écouté lui, machin et tout, tu vois. Et non, Voris, c'est un mec qui connaît bien. Hein. Il connaît bien le rap américain. Ouais. C'est un bon puriste. À fond. Lui, il aime bien ça. Ouais, j'ai vu la vidéo aussi avec Voris et Gizo. Ouais. J'ai bien aimé aussi. Ouais. T'en sors plus des contenus comme ça? Non, des contenus longs pour l'instant, non. Ouais. Après, j'ai un truc que je prépare là, que j'aimerais bien sortir début d'année prochaine, là, qui va s'appeler Top 5. Ah, trop bien. En mode, l'idée, ça va être d'inviter des gens, artistes, journalistes ou quoi aux caisses, et de les faire, en fait, ils choisissent un top qu'ils ont envie de faire, un top 5 qu'ils ont envie de faire. Et on en parle, tu vois. Top 5, mixtape de rap américain, top 5 de des rappeurs français qui auraient dû percer, top 5 des mecs les plus nuls. Et tu vois, en fait, voilà. Trop bien. Moi, ça, c'est un truc, on fait ce qu'ils voudront. Mais du coup, ce sera ça mon prochain format long. Après, ça, c'était une époque où je voulais. En fait, tu sais, j'avais fait ça parce que je m'étais dit, ça doit exister quelque part, et donc je vais le faire moi parce que ça n'existe pas encore, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Gizo, Voris, ça me paraissait assez évident parce que c'est des mecs qui ont des rêves très communs, tu vois. Sûr. En plus, je suis content parce qu'ils se sont rencontrés là, ils ont fait le morceau Mississippi Burning, j'ai fait l'outro du morceau, tu sais, la boucle est boucle, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et mais tu vois, par exemple, j'ai fait une émission avec Raphaël Dacruz et LPHA. Raphaël Dacruz qui est sûrement la référence française sur la partie beatmaking, sample, etc. dans le rap. Et LPHA qui est pareil, une référence beatmaker qui a façonné entre guillemets toute la scène West Coast à la française, si on peut dire comme ça, tu vois, qui était un peu à un moment notre DJ Quick français, etc. Et en fait, je voulais que ces mecs-là, je sais qu'ils se connaissent, mais je voulais que ces mecs-là, ils aient un contenu où tous les deux, ils parlent de beatmaking, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on va le faire, tu vois. Et donc, et puis aussi, tu sais, ça arrivait à une époque où les artistes, pour faire leur promo, ils allaient juste faire des interviews, et tu sais, il y avait 50 000 médias, mais c'était toujours la même interview, tu sais. On m'a dit, c'est toujours la même chose. On leur posait toujours les mêmes questions, et en fait, t'en avais regardé un, tu les avais tous regardés en fait. Ouais, totalement. Et donc le problème, c'est que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'aime un truc, j'y vais à fond. Donc quand j'aime un artiste, je me mange toutes les interviews. Le problème, c'est qu'au bout de la 3e, j'ai tout entendu déjà. Et j'apprends plus rien du truc, tu vois. Et donc je me suis dit, moi, l'idée, c'est je prends des artistes ou des mecs qui sont visibles pour autre chose dans le rap, et je les fais parler de tout sauf de eux. Je les fais parler de musique au sens large, de ce que eux ils aiment dans le rap, de ce que eux ils ont envie de partager avec les gens, parce qu'en fait, des fois t'as des mecs, je sais pas comment te dire, faut pas voir, et maintenant ça se démocratise à fond, mais faut pas voir les rappeurs comme juste des mecs qui sont là et ils vont au travail. Donc en fait, tu sais, quand ils se font interviewer, que tu leur parles que de leur musique, alors c'est bien parce qu'ils ont un projet à défendre. Mais après, il faut... Mais t'as des mecs qui ont envie de parler de musique parce qu'ils aiment ça, tu vois. Et de la même manière qu'aujourd'hui, tu vois, avec le foot, par exemple, quand tu vois un mec comme Samir Nasri en tant que consultant, trop fort, le mec. Ah, mais frérot, il les remet tout à leur place. Tu vois ce que je veux dire? Il connaît vraiment le foot. Il connaît vraiment le foot et en plus, il aime trop parler de ça. Et ça se voit. T'imagines? Et donc en fait, c'est un bel exemple que tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, un mec comme Nasri au départ, tu l'as entendu une interview, bon c'était sympa, c'était marrant, c'était des bons joueurs, mais en fait là maintenant, depuis que tu le vois, et il est là, il te raconte le ballon, comment lui il le voit, ce qu'il aime dans telle équipe, comment il voit, parce que ça joue comme ça, du coup moi c'est ça que j'aime et tout, moi je trouve ça trop intéressant. Et donc en fait je voulais des rappeurs qui me fassent la même chose, tu vois, je voulais que des rappeurs me disent ouais mais tu sais moi un tel, je l'ai écouté grave pendant cette période, du coup c'est pour ça que tu vois, ça sonne comme ça ma musique, ou mais c'est bien en fait, c'est pourquoi, parce que je vois où tu vas en venir, c'est parce que comme tu dis, un artiste va faire 10 interviews, il va parler de lui, de la même chose, les mêmes anecdotes, les mêmes trucs, de son projet, et tout, ça tourne en rond, et là tu peux envoyer vraiment le faire partir sur une autre direction, et
et lui faire dire des choses que normalement en temps normal il ne dirait pas. Tu vois. Exactement. Là, c'est très bien, franchement. Et puis en plus, tu vois, maintenant, ça y est. Or, les artistes peu connus, tu peux toujours dire, allez, une interview, ça leur rend service. Ouais. Des mecs connus, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, ils vont déjà donner leur interview chez Mehdi Maizi. À l'époque, ils allaient chez Rapellit, ils allaient chez Bouscapé. Enfin, tu sais, tu vois, clair, je vais être là, je vais leur dire, vas-y, pose une question, machin, truc. Et puis en plus, dans un sens, le fait de pas habiter à Paris, ça change pas mal de trucs dans ça. C'est vrai. Parce qu'en fait, ouais, si j'étais à Paris, peut-être que j'aurais fait des contenus un peu différents parce que j'aurais eu les mecs à portée de main, tu vois. Bah oui, ils sont tous là-bas. Ils prennent un Uber, frérot, en 10 minutes. Exactement. Ils sont avec toi, et puis, tu sais, quand ils sont en promo, c'est souvent des trucs où, vas-y, le mec, pendant toute la journée, il sait qu'il fait des interviews, il file un créneau, tu sais que le mec, il est là, tu sais que enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, le fait d'être ici, moi, enfin, et encore à cette époque-là, j'habitais en Espagne, moi, j'habitais à Madrid, tu vois. Donc j'étais encore moins près de quelques rappeurs que ce soit. Et donc du coup, moi, je me suis dit, vas-y, on va faire un truc à distance. Mais j'ai envie quand même que les mecs parlent d'autre chose, tu vois. Ah, donc du coup, quand t'étais à Madrid, tu faisais... ouais, je faisais des trucs à distance. Okay, ouais. On se mettait sur Discord, les mecs avec le téléphone ou avec l'ordi. Ouais, et on enregistrait ça comme ça, ouais. Ah, c'est efficace. Moi, j'aime bien l'efficacité. Voilà. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est le plus simple et le plus efficace. Bah ça, faut remercier le Covid en vrai. Ouais, mais parce qu'en fait, ça a rendu énormément de services. Ah bah moi, ça m'a... Tous les gens autour de moi, ils me disent non, mais c'est la pire période de ma vie et tout. Moi, je leur disais quoi? Je disais, oh mec, je suis refait. Là, j'ai le temps de me concentrer, j'ai le temps de trouver des idées, j'ai le temps de faire ça, de me recentrer sur moi-même, sur autour de moi. Et puis ça a changé la manière de consommer le contenu. Exactement. Tu vois? Parce qu'en fait, maintenant, les gens, ils se disent, ah ouais, bah ok, les trucs full à distance, bon bah ça va en fait, ça s'écoute, tu vois. Le podcast pareil, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça a changé énormément de trucs, tu vois. Ah, c'est ce que tu dis. Donc là-dessus, voilà, faut remercier le Covid qui a changé cette manière de... Merci le Covid. Merci le Covid-19. Bravo. Mais tu vois, ça a changé énormément de trucs dans la manière de consommer aussi les contenus liés au rap, tu vois. Totalement. Donc, c'est quand il y a eu le... Tu sais, quand il y a eu le Covid, il y a eu 1 minute de rap. Je sais pas si tu te rappelles de cet Instagram là. Et en vrai, les mecs, ils avaient plus besoin de bouger. Ils étaient chez eux, ils faisaient un freestyle. Et ils étaient vus par toute la France. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? En plus, t'avais que ça à faire à cette époque-là. Ouais, mais ça à faire. Moi, tous les jours, je me prenais des freestyles. Normal. Il y a même un gars de Vence, Kidaki. Ok. Je sais pas si tu vois c'est qui. De nom. Il a fait single d'or. D'accord, ok. Avec je crois qu'ils avaient enregistré un projet avec 1 minute de rap et le son à Kidaki, il est arrivé single d'or. Ok. Latine peut-être, mais je crois que c'est single d'or. Une balle qui tue. Et d'ailleurs, on est en train de parler, il va sûrement venir sur l'interview prochainement. Mais t'as vu, ça parle d'un freestyle Covid et le mec qui te fait un disque d'or. Bah ouais. Et puis tu vois, maintenant, il y a TikTok qui est pour beaucoup de choses sur plein de morceaux. Il y a plein de trucs, tu vois. Mais je pense que c'est lié aussi un peu à ça. C'est qu'en fait, je dis vraiment cette période là où pendant 1 an et demi, pratiquement, on était chez nous à consommer du contenu. Tu vois, par exemple, Twitch aussi, ça a vraiment explosé pour ça. Au final, tu te retrouves dans une consommation qui est très différente et qui permet surtout aux gens d'être beaucoup plus libres en fait. Pourquoi j'ai besoin de me déplacer, enfin tu vois. Parce que pour moi aujourd'hui, si tu te déplaces vraiment, tu sais, alors je te parle pas quand le mec il habite à côté de chez toi, tu vois. Mais si tu te déplaces, tu prends l'avion, tu prends le train ou quoi pour monter à Paris, il faut que ton contenu, il ait une valeur ajoutée. Moi, si c'est pour m'asseoir dans un studio avec un mec, on est sur 2 chaises et juste on se parle, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien. Ça dit, c'est une valeur ajoutée. Voilà. Bah oui. Même le mec, il va dire pourquoi je vais y aller. En fait. Exactement, tu vois. Alors qu'en fait, si tu fais ça, si tu fais ça dans un bel endroit, ou si tu veux enregistrer un live d'un mec et que tu veux faire ça dans un endroit un peu différent, etc., là, ça a du sens. Mais c'est juste pour faire parler un mec. C'est clair, tes téléphones. C'est clair. Tu vois. Visio. Voilà, tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un truc que les journalistes écrits, tu sais, la presse écrite, elle a beaucoup fait à une époque. En fait, les mecs, ils s'appelaient, ils enregistraient la discussion au téléphone, tu vois. Ils écrivaient direct. Exactement, tu vois. C'est ouf. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'être tous à côté l'un de l'autre pour faire du contenu. Moi, j'ai habité quelques années à Paris. Ok. Et au final, tu sais, le sud me manquait, je suis né ici.
Et en fait, je suis redescendu et j'ai voulu faire mon truc ici. En fait. Voilà. Je me suis dit, en fait, Paris, pas besoin, tu vois. Ouais, bah ouais. Si j'ai un plan là-bas, je dois monter parce que j'ai le plan et c'est là-bas que ça se passe pour ce truc-là. Ouais. Ok, j'y vais, Oui. mais après, je redescends. Exactement. Et je me sens bien ici, tu vois, je sais pas. Bah ouais. Et aussi, anecdote, c'est que ça fait des années que je voulais créer une interface comme la plage, tu vois. Ok. Et j'étais à Paris, ça matchait pas. Tu sais, à chaque initiative de vas-y, on va faire ça, je vais faire ça, nanana et tout, là, ça matchait pas. Il n'y avait pas de feeling. Je suis redescendu ici, au bout de 2 jours, c'était pendant plein festival du film. Je m'assois sur le ponton, à la 9 bis à Cannes. Je regarde la mer et tout, je dis, ouais, je suis un puriste de la mer, moi, frère. Et c'est ça, un le truc, connard de en la fait. mer. Ouais, un putain de connard de la mer. Connard de la plage. Et de là, il y avait un mec de Toulon, un rappeur avec moi. J'avais ma cam sur moi, je dis, vas-y, gros, t'as un son à faire écouter, fais écouter un son, nanana. Et ça part de là. Ouais, voilà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les mégas à Paris, avec qui j'étais affilié, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la merde, mais remonte, nanana, on a besoin de toi. Ouais. Mais non, les gars. Bah ouais. Mais non, Bah ouais. pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas besoin. T'as compris. Donc voilà. Mais ouais, non, mais t'as raison. Hein. T'as raison. Je voudrais aussi te poser cette question. En gros, qu'est-ce que tu penses des médias, toi, aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, mais ça fait un peu des années qu'ils procèdent de la même façon, tu vois. Mais je parle des médias mainstream. Hein, pas... Ouais. Bah, il y a un peu de tout. Il y a du bien, il y a du moins bien. Ouais, bien sûr. Il en faut, de toute façon. Moi, je veux que tu m'expliques un peu le côté, les bons et les mauvais côtés. Ok. Bah, en gros, faut se rappeler quand même qu'à une époque, je te parle de ça début 2000, là, entre 2000 et 2010, mettons, sur cette fameuse crise du disque, là, où tu sais, les rappeurs, en fait. C'était dur à ce moment. Ben ouais, et en fait, tu vois, c'est une époque, tu sais, ces fameux rois sans couronne, là. Salif, Nesbill, Nubi, Lalco, tous ces mecs-là. En fait, c'est des mecs, tout le monde te dira ils sont trop forts et tout machin. Et les mecs, ils ont pas eu de certif, ils ont pas vendu assez de disques, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut se souvenir quand même, c'est qu'à cette époque-là, et même tout début 2010, les rappeurs, même ceux qui marchaient un peu, eux, leur seul souhait, c'était que le rap devienne mainstream. Ouais, tu vois. Moi, je me rappelle des gars à l'époque qui allaient chez Laurent Ruquier, là, sur On n'est pas couché. Mister You, DC's, il y en a eu plein, tu vois. Et en fait, les mecs, ils allaient, ils se battaient pour expliquer que juste, on n'est pas des Mongols, quoi, tu vois. On n'est pas des idiots. Il y avait Zemmour à l'époque qui disait le rap c'est une sous-culture. Les mecs, ils se battaient pour essayer d'aller dire que c'est faux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y avait tout un combat quand même contre les médias mainstream. Je te parle même en rap, hein, là, vraiment la télé mainstream. Et donc, en fait, c'était un souhait que tout le monde avait. Et quelques années après, genre à peu près 10 ans après, quand c'est arrivé pour de vrai, tout le monde était content, je te mens pas. Et maintenant, là, je vois, ça commence à redire, ouais, mais pourquoi c'est si mainstream, machin, tu sais, parce qu'en fait, après, il y a les gens, ils sont jamais contents, en fait. Déjà, et puis il y a beaucoup de petits aussi qui n'ont pas connu l'époque où ça galérait pour voir des rappeurs en télé. Et après aussi, moi je vais pas te mentir, il y a des rappeurs qui disaient ça à l'époque, il faut que le rap devienne mainstream, parce qu'ils étaient persuadés que le moment où le rap deviendrait mainstream, eux ils allaient en être. Le problème c'est que c'est devenu mainstream et ils en sont toujours pas. Et donc les mecs ils ont le seum, tu vois. Les gars ils ont le seum, ils disent attends, mais ah non, là c'est que des vendus en fait. Alors que moi je me souviens d'une époque où les gens, ils avaient le seum que le rap se soit pas assez poussé et qu'en plus, les mecs qui parlaient de rap, c'était des mecs qui connaissaient pas grand-chose. Tiens, un mec comme Fred Musa, il a toujours été décrié de ouais, c'est pas un mec qui connaît le rap, tu vois. Bah, il connaît maintenant quand même, je sais pas, le mec ça fait 30 ans, il est là. Il connaît. Il a vu tout le monde passer. Oui, il connaît. Mais je pense que c'est un mec, moi, qui se laisse porter par ce qu'il reçoit, tu sais. Ah ouais, parce que c'est du business. Voilà. Ouais, mais entre guillemets, il est pas, je pense que ça, à part peut-être tout au début, mais je pense que c'est un mec très vite, il a pas été dans le truc de faut que moi-même je découvre les nouveaux artistes. Ah ouais, non. C'est qu'en fait, il recevait les gars dans son émission, il écoutait, il préparait comme un joueur, exactement, tu vois. Mais en fait, c'était à un moment la seule tête, un peu lui et Laurent Bounot, qui étaient vraiment les têtes parce qu'il y avait que Skyrock, tu vois. Et en fait, moi, je me souviens des reproches que ça leur faisait à l'époque et que ça leur fait toujours, mais bon, vu que maintenant vu qu'ils sont moins importants, c'est vrai, ça rationalise le truc, tu vois. Voilà. Ça, tous les autres médias. En fait, les gens se sont rendus compte qu'ils n'ont pas besoin de faire un Planet Rap. Mais pas du tout. Mais à l'époque, t'en avais besoin. Avant, à l'époque, pour vendre des disques, t'en avais besoin. C'est obligé. Si tu voulais vendre, allez, peut-être 3, 4 000, 5 000 de plus, fallait faire Planet Rap. Exactement. Et en fait,
Donc à cette époque-là, ça disait ouais, il faut des mecs qui connaissent vraiment le rap. Puis en fait, quelques années après, t'as les mecs notamment de l'ABCDR du son, par exemple, qui arrivent. Mehdi Maizi, Raphaël Dacruz, le Capitaine Nemo, Nicolas Pellion, Kiké, tous ces mecs-là. Où en fait, eux, on sait qu'ils connaissent. On sait que c'est des spécialistes dans ça, tu vois. Et moi, je te mens pas, le journalisme rap à proprement parler, je rentre dedans avec eux. Je me dis, ah, mais eux, en fait, ils savent vraiment des trucs de fou. Tu vois. Eux, ils sont dans les trucs, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, un mec comme Nicolas Pellion, pur baking soda sur les réseaux, c'est sans doute le mec le plus pertinent qu'on a jamais eu sur le rap américain, tu vois, en France. Et donc, en fait, si tu veux, ces mecs-là, on les a vus monter et on s'est dit, mais c'est des mecs comme ça qu'il nous faut. Mais tu vois bien comment c'est maintenant, en fait. Maintenant que Mehdi Maizi, c'est le mec le plus bankable du journalisme rap français. Mais c'est le plus critiqué aussi. Exactement, parce qu'en fait, les gens, ils sont pas contents. Parce qu'en fait, ils sont jamais contents. Mais en fait, c'est un truc d'égo, tu vois. C'est qu'en fait, il y a plein de rappeurs qui se disaient ouais, moi là, c'est parce que les mecs qui connaissent pas le rap, qui parlent pas de moi. Et là, maintenant, il y a un mec qui connaît le rap, qui parle pas d'eux. Ah, mais en fait, c'est un vendu maintenant. Elle est pas forcément obligée de parler de tout le monde. Mais en fait, c'est ça. Et peut-être t'es nul aussi, faut le dire, tu vois. Peut-être t'es rené, en fait. Parce qu'il y a plein de rappeurs aussi qui pensent que, frère, plein de rappeurs aussi qui croient que c'est les mecs les plus forts du monde, frère. Pour moi, les rappeurs, c'est que de l'ego, quasiment. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, tu vois. Et donc, en fait, et puis, mais après, même carrément dans l'autre sens. C'est-à-dire que, moi, j'ai vu, pour revenir à Mehdi Maizi, par exemple, quand il avait le code, et qu'il recevait, parce que il recevait des mecs très connus, là, il recevait Nino, il recevait SDM, des mecs comme ça. Et après, la semaine d'après, il allait recevoir Sidi Sid. Il allait recevoir Serran. Et en fait, là, du coup, il a été critiqué pour ça. Exactement. Et tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as des mecs qui disent, ouais, c'est quoi? Serran, c'est pas du rap et tout, ils nous affichent. Regarde, ils veulent transformer le rap en truc de mecs bizarres et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, tu sais, au bout d'un moment, les gens sont jamais contents. Mais donc, tout ça pour te dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, le truc que je reproche à certains médias rap, c'est que c'est de l'opportunisme. Ouais. Tu vois, t'as des mecs, il est en buzz, il est voilà. Ils vont, ils en parlent, les trucs. C'est dommage. Et le truc aussi, moi, que je reproche beaucoup à énormément de médias, mais après, ça, c'est global, hein. Mais c'est la fenêtre veut plus rien savoir. Ah, ça clignote. Presque plus de batterie. Ok. Mais en fait, tu vois, au jour d'aujourd'hui, t'as un truc aussi, c'est que les mecs veulent toujours donner des avis tranchés. En fait, il n'y a pas de zone grise, c'est ou noir ou blanc. Et en fait, bon, c'est bien d'avoir des avis, hein. Les mecs trop indécis, c'est chiant aussi, surtout à écouter et dans des contenus comme ça. Mais au bout d'un moment, t'écoutes du rap depuis 4 ans, tu peux pas dire ouais, ce qu'il y avait il y a 20 ans, c'était trop nul. Et c'était, tu vois ce que je veux dire? Ou, ah, vas-y, lui, parce qu'en plus, les mecs, ils adorent les superlatifs de fou, là. Ah, lui, il lave un tel. Lui, il éteint l'autre. Lui, il massacre un tel. Trop. Et en fait, au bout d'un moment, t'es là juste à dire, ah non, mais en fait, toi, tu kiffes. Et c'est bien, tu vois. Parce qu'au moins, c'est bien, t'es pas dans le truc de les mêmes rappeurs toujours et tout. Parce que, je sais pas si tu te souviens, à une époque, dès que tu demandais à un rappeur, c'est qui ton top 5 américain? Jay-Z, Nas, Biggie, Pac, et insère le 5e, tu vois. Mais c'était toujours ça. Jay-Z, Nas, Notorious Big, Tupac. Puis après, des fois, t'avais un mec qui changeait un peu de temps en temps, mais c'était ça, en fait, tu vois. Et en vrai, bizarrement, leur rappeur préféré, c'était souvent celui qui changeait dans la liste. Parce que du coup, ils se sentaient pas obligés. C'était le seul nom qu'ils se sentaient pas obligés de dire, tu vois. Mais en fait, moi, c'est ça que je reproche à pas mal de médias rap aujourd'hui, c'est qu'en fait, les mecs, ils veulent en faire des caisses. Et ils veulent faire style qu'ils ont des unpopular opinions, qu'ils ont des hot takes et tout. C'est pas obligé, tu sais. C'est clair. En fait, tu vois, si PNL c'est génial, t'as le droit de dire que c'est génial, en fait. Tu vois. Ou si un tel il est nul, t'as le droit de dire qu'il est nul aussi, tu vois. Totalement, bien sûr. Et en fait, après, malheureusement, t'en as beaucoup qui ont pas de code aussi. Qui ont pas le. Parce que moi, je te dis pas qu'il faut connaître tous ces classiques pour parler de quelque chose. Mais en fait, des fois, t'as des rappeurs, tu vas les entendre. Et en fait, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les oreilles non initiées, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, un mec comme SCH, ses premiers morceaux, là, La Mallette, Massimo, c'est spécial. C'est très spécial. Même. Moi, je suis sûr que si ça sortait maintenant, il y a des mecs qui diraient « Ah, c'est nul, c'est qui, lui, se fatiguer », tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en fait, prends le temps. Moi, quand j'écoutais SCH la première fois, je te dis la vérité, je comprends pas. Je comprends pas ce que je suis en train de regarder. Je me dis « Attends, ouais, tu vois ».
Je me dis, attends, C'est vrai que c'était spécial, mais il est bizarre. arrivé comme une bombe. Hein. Exactement. Et en fait, je comprends vraiment le jour où je tombe sur le morceau Aniki avec Ous. Ah ouais. Et là, je me dis, en fait, c'est extraordinaire. Ah et non. donc là, je me remets les trucs d'avant et je dis, en fait, ok, Aniki, j'ai c'est pas compris. mal, ça. Et pourtant, j'écoutais déjà du rap américain. J'écoutais déjà des trucs un peu similaires, tu vois. Mais juste, j'avais pas à ce moment-là le décodeur qui faisait que SCH, j'ai compris de suite. Ok. Mais par contre, jamais j'irais dire que ah mais ça pue la merde. Il y a des trucs que je trouve nuls, je sais pourquoi je les trouve nuls. Parce que je vois ce que les mecs essayent de faire et c'est raté pour moi. Ok. Tu vois? Ou c'est parce que j'aime pas la démarche qu'ils ont, ou parce que j'aime pas la proposition artistique. Mais après, tu sais, au final, ça reste de la musique, tu vois. Bien sûr, bah oui. C'est comme de la bouffe, tu sais. clair, ouais. C'est comme de la bouffe, en fait. C'est-à-dire que tu as des aliments de meilleure qualité, Bien sûr. mais en fait, moi, si un gars il me dit que lui, il préfère manger dans la vie, c'est un tacos 3 viandes, je vais lui dire qu'il a un palette Doberman, mais je peux pas juger, tu vois. Frère, si toi, c'est ton kiff, glousse, tu vois. C'est un tueur. Mais tu sais, glousse, Palette Doberman. Parce qu'en fait, Ah putain, parce qu'en fait, moi, c'est pas mon truc, mais vas-y, régale-toi, Ok. tu vois. Ah ouais. Et en fait, Incroyable. les gens aussi, je sais pas, des fois, ils ont trop tendance à, et même les médias, hein. Bon les gars, on a eu un problème de batterie sur la caméra. Voilà, on va continuer quand même l'interview et la finir avec mon gars Akalash, connard du rap, bête de concept, incroyable. Faudrait que tu te fasses. Tu l'as la chaîne ou tu l'as fait la chaîne? Non, j'ai pas la Ah ouais. chaîne. Faudrait que je la fasse, Franchement, faudrait que je la ce serait pas fasse. mal, Ouais. Je voudrais aussi te dire que le 10e épisode du podcast La Plage, Ouais. je vais inviter Sadisan, Ok, Jason Voorhees et Ok. je voudrais t'inviter aussi. grand plaisir. On fera une table ronde au bord de la mer. Grand comme ça. plaisir, grand plaisir. Donc voilà, j'avais direct pensé à toi depuis même avant de balancer la première vidéo. Grand plaisir. Et voilà, frérot, si tu veux nous dire une phrase de fin ou tu vois. Le mot de la fin, ce sera simple. Vous prenez pas trop la tête, c'est que de la musique, c'est que du rap. Kiffez ce que vous kiffez. N'essayez pas d'instaurer une dictature du bon goût parce que vous pensez que tel artiste, c'est arrêtez. Et moi, j'adore faire des tops. Arrêtons de faire des tops du meilleur. Yes. Faisons les tops de nos préférés. Oh. Tu vois? Voilà. Franchement, C'est comme ça qu'il faut voir la musique et c'est comme ça qu'il faut la consommer. Faut qu'on arrête de se dire que ça, c'est objectivement mieux, mais que c'est ce qu'on préfère. Incroyable. Beau message, frérot, franchement. Merci. Et merci encore pour Ouais, l'invitation. normal. Ça m'a fait extrêmement plaisir. T'es un bon Et gars puis, et j'aime bien ce que tu fais. Hein. Merci beaucoup. T'es invité. Donnez de l'amour à ce vrai rap du 06 Le 06 parce qui gagne. que ça y est, des mecs comme Niki, on en a Ah, besoin pour faire vivre cette scène, pour Yes. qu'elle ait enfin la reconnaissance qu'elle mérite d'avoir. Donc un énorme shout-out à la plage, un énorme shout-out à Niki Yes. et puis très content d'être là, très content d'en être. Peace, c'était La Plage, les gars. La Plage Media.